Le deuxième courant de la pensée économique, à côté du courant libéral, porte sur le courant marxiste. La pensée, c'est un courant qui a été fondé par Karl Marx. Et la pensée de Karl Marx porte sur la critique du fonctionnement du capitalisme. Pour lui, l'économie capitaliste est profondément injuste et inégalitaire. Les individus ne sont libres ni égaux dans la répartition de la richesse, car le capitalisme aboutit à l'exploitation de la classe des ouvriers par la classe des propriétaires des moyens de production. Cette exploitation résulte de ce que le profit des entrepreneurs provient d'un prélèvement sur la valeur créée par les travailleurs. Le capitalisme repose donc sur un mode de répartition où une classe sociale, à savoir celle des capitalistes, exploite une autre, celle des ouvriers. Maintenant, on va essayer de démontrer ou bien de présenter la démonstration de Marx de cette exploitation. Et dans sa démonstration, Marx repose sur la théorie de la valeur et celle de la plus-value. La théorie marxiste de la valeur. Le point de départ de la formulation de la loi de la valeur est constitué par la marchandise. Pour Marx, ce qui caractérise une marchandise est qu'elle est reproductible et destinée à la vente et possède une valeur d'usage et une valeur d'échange. Mais le problème, c'est comment mesurer la valeur d'une marchandise. À la suite des libéraux, notamment David Ricardo, Karl Marx admet que le travail est à l'origine de la valeur des marchandises. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces différentes marchandises? Donc pour lui, c'est le travail qui est à l'origine de la valeur de ces marchandises. Supposons que 10 dirhams est le prix d'un cornet de glace, d'un camembert, de quelques milligrammes d'or ou d'un verre. Alors pourquoi toutes ces marchandises ont-elles le même prix? C'est certainement qu'elles ont quelque chose en commun. Mais c'est quoi? Ce n'est pas l'utilité que chacun y voit, puisque celle-ci varie d'un individu à l'autre. Ce n'est pas le poids, ce n'est pas non plus la couleur, ni le volume, ni une quelconque propriété physique ou chimique. Le point commun le plus évident, c'est qu'il a fallu pour produire chaque marchandise une certaine quantité de travail humain. Si deux biens valent le même prix, ne serait-elle alors qu'il a fallu à peu près la même quantité de travail pour les produire? Bien sûr, pour produire un bien, il faut en plus du travail des matières premières et des machines, c'est-à-dire ce que l'on appelle le capital. Mais derrière la machine et les matières premières, on trouve toujours du travail. Toutefois, une seconde difficulté apparaît. Les hommes n'ont pas tous la même capacité de travail, la même énergie, la même maîtrise de leur métier. La productivité du travail est différente d'un travailleur à l'autre. En une heure, chaque ouvrier ne produit donc pas la même quantité de pain, de briques ou de transistors. Alors, il serait donc absurde de mesurer la valeur d'échange d'une marchandise par le temps de travail qui a été effectivement dépensé pour la produire, comme il a été déjà souligné par David Ricardo, à savoir la quantité de travail contenue ou incorporée dans la marchandise. Pour lui, ce qu'il faut prendre en compte pour déterminer la valeur d'échange d'une marchandise n'est donc pas la quantité de travail individuellement nécessaire à la production pour tel ou tel travailleur pris isolement,
car, on l'a dit, la productivité du travail diffère d'un ouvrier à un autre. Mais ce qu'il faut donc prendre en considération, c'est la quantité du travail moyenne nécessaire dans un certain état de développement et des techniques et dans un état donné d'organisation du travail. Donc c'est ce qu'il appelle la quantité du travail socialement nécessaire pour la production d'un bien ou service. Maintenant, la théorie de la plus-value. À partir de la théorie de la valeur, Marx va déduire sa théorie de l'exploitation de la force travail. Pour ce faire, Marx affirme que les ouvriers ne vendent pas le produit de leur travail, mais leur force de travail. Ce que le propriétaire de l'entreprise achète, c'est leur capacité physique et intellectuelle à faire un travail. C'est ce qu'on appelle la force de travail. Donc, la force de travail s'achète et se vend comme une marchandise. Comme toute marchandise, la force du travail donc a une valeur d'usage et une valeur d'échange. On l'a dit que la valeur d'échange d'une marchandise est déterminée par la quantité du travail socialement nécessaire pour la produire. Car le temps de travail nécessaire pour les marchandises nécessaires à entretenir au minimum cette force de travail. Le salaire est le moyen par lequel le propriétaire du capital achète cette marchandise particulière qui est la force de travail. Ce qu'il paye, c'est la force musculaire, l'énergie nerveuse et cérébrale, la qualification professionnelle des ouvriers. Le salaire est le prix de la force de travail. Et nous savons que la valeur d'une marchandise, c'est le temps moyen de travail, c'est-à-dire socialement nécessaire, aujourd'hui à sa production. Or, la force de travail d'un homme, c'est-à-dire ce qui lui permet de revenir jour après jour au travail, c'est la nourriture, le logement, le loisir, le repos, c'est le coût de sa reproduction. Donc pour Marx, la force de travail est une marchandise exceptionnelle, car elle permet de créer plus de valeur qu'elle n'en a coûté. C'est ce qu'on appelle la plus-value. L'explication, bien sûr, de cette plus-value ou ce qu'on appelle le surtravail. On a dit que le capitaliste achète la force de travail à sa valeur. Le salaire qu'il verse permet d'entretenir et de reproduire la force de travail. Donc c'est le salaire de subsistance qui permet à l'individu, bien sûr, de satisfaire ses besoins minimaux et de reproduire ses forces pour revenir jour après jour au travail. Mais le capitaliste utilise cette force de travail pour créer une valeur supérieure à la valeur de cette force de travail. Exemple, supposons que pendant une partie de sa journée de travail, 4 heures, l'ouvrier fournit l'équivalent comme durée de travail des marchandises qu'il consommera. Donc il s'agit du temps de travail nécessaire à la reproduction de sa force de travail. Pendant la partie qui reste, du jour bien sûr qui reste, les 4 heures qui restent, l'ouvrier crée d'autres marchandises qui appartiennent à l'entreprise. Mais ce temps de travail ne lui est pas payé, puisqu'il a déjà produit dans la première partie de la journée l'équivalent de son salaire. Donc c'est le surtravail. Quand l'entreprise vend les marchandises produites par ses ouvriers en journée, elle récupère d'une part le coût des matières premières et des machines, l'équivalent des salaires qu'il verse aux ouvriers, et il gagne d'autre part la valeur des marchandises produites pendant le surtravail. C'est-à-dire le temps non payé, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Ainsi, la valeur d'une marchandise est égale au capital constant qui est la rémunération des machines et des matières premières. Le capital variable qui est le salaire
qui est une rémunération du travail, et la plus-value qui est accaparée par le capitaliste comme, bien sûr, un travail non rémunéré. Le degré d'exploitation ainsi peut être mesuré par le taux de plus-value. C'est la plus-value produite sur le capital variable, à savoir V. Dans notre cas, ici, on a 4 heures de travail, 4 heures de plus-value. Pourquoi? Parce que la journée, il est constituée de 8 heures et l'ouvrier, il produit l'équivalent de sa nourriture, c'est-à-dire de son salaire, en une demi-journée, et l'autre demi-journée, c'est-à-dire les 4 heures, ils sont accaparés par le capitaliste. Donc le taux d'exploitation, ce qu'on appelle le taux de plus-value, est égal à 4 sur 4. Donc l'ouvrier, il est à 100% exploité. Moitié pour son travail et l'autre moitié, il est dédié bien sûr à la plus-value qui est accaparée par le capitaliste. La plus-value s'analyse donc comme une exploitation de la force-travail par le capital parce qu'elle crée par le travail, parce qu'elle est créée par le travail et appropriée par le capitaliste. Ce prélèvement de la plus-value du travailleur est en quelque sorte pour Marx la condition d'existence des capitalistes et même du capitalisme. Que le capitalisme ne peut survivre sans cette exploitation et sans plus-value. Le capitalisme, la relation donc entre les capitalistes, les classes sociales et la classe des ouvriers et la classe des capitalistes, bien sûr, sont contradictoires et antagoniques puisque les capitalistes ne peuvent exister sans l'exploitation des autres, à savoir les prolétaires. Le mot prolétaire, c'est des gens qui n'ont rien pour survivre que la vente de leur force de travail. Donc ils sont obligés, bien sûr, de travailler pour survivre. Ils sont obligés donc d'être exploités, d'accepter l'exploitation par des capitalistes. Maintenant, comment accroître la plus-value? Les capitalistes, c'est clair, toujours ils cherchent à accroître la plus-value. Ils disposent à cet effet de deux moyens. Accroître la plus-value absolue, c'est-à-dire en augmentant la durée du travail, par conséquent le travail gratuit. Avant, on a dit qu'on avait 4 heures. Elle espère bien sûr récupérer le salaire de l'ouvrier en 3 heures. Donc en ce moment, il leur reste 5 heures. Donc c'est l'allongement, bien sûr, de la durée du travail. Ou bien le travailleur, il est payé pour 6 heures et on le fait travailler 6 heures et demie. Donc cette demi-heure, c'est bien sûr un allongement de la durée du travail. Et la plus-value relative, c'est en développant la productivité et l'intensification du travail et en diminuant de ce fait le temps de travail nécessaire, comme je l'ai dit, à produire les biens et services nécessaires à la production des biens pour satisfaire les besoins des ouvriers. Maintenant, comme l'a dit Marx, pour lui, le capitalisme est un système, n'est pas un système, contrairement aux libéraux, le capitalisme n'est pas un système naturel et éternel, mais c'est un système historiquement daté et fondé sur l'exploitation de la force travail qui appelait à disparaître appelé à disparaître à cause de ces contradictions internes qui ne peuvent être résolues que par le passage à un régime fondé sur la propriété collective des moyens de production, à savoir le communisme. En quoi consistent ces contradictions? Les contradictions internes du capitalisme sont au nombre de 3. C'est la prolétarisation et la paupérisation de la classe ouvrière, les crises de production et la baisse tendancielle du taux de profit auquel, bien sûr, le capitalisme est soumis dans son fonctionnement interne. La paupérisation et la prolétarisation de la classe ouvrière. Pour Marx cherche à montrer qu'avec le développement du capitalisme, on assistera à une opposition croissante entre une majorité misérable, à savoir les prolétaires, et une minorité des riches,
propriétaire des moyens de production et la condition de la classe ouvrière doit se dégrader davantage avec le progrès technique et la concentration du capital. Cette dégradation débouchera un jour sur la révolte, c'est-à-dire l'expropriation des expropriateurs. Je m'explique. Comme je l'ai dit, toujours le capitaliste a intérêt à augmenter son profit et à réduire les salaires et donc à exploiter les ouvriers. Donc ici, les ouvriers, la situation des ouvriers donc vont se paupériser. Leur situation va se dégrader. Alors que celle, bien sûr, donc il y a une paupérisation des ouvriers et un enrichissement des prolétaires. Et le nombre, bien sûr, des prolétaires va augmenter jusqu'à ce que les prolétaires ne pourraient plus supporter cette situation, cette dégradation de leurs conditions de vie, et ils vont révolter pour remettre en cause le système capitaliste. La baisse tendancielle du taux de profit. Comme on l'a dit tout à l'heure, le taux de profit, c'est la plus-value sur l'ensemble du capital engagé, à savoir le capital constant, les machines et le capital variable. Si on divise par V tout le rapport, donc on aura PL sur V sur C sur V plus 1. Le numérateur, c'est le taux de plus-value, PL sur V, et C sur V, le dénominateur, c'est ce qu'on appelle la composition organique du capital. On a un capital constant qui est formé des machines et un capital variable qui est formé du travail ou bien des travailleurs. Avec le progrès technique, donc la composition organique du capital tend à augmenter, c'est-à-dire C sur V. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à utiliser le capital à la place de la main-d'œuvre. Au contraire, le numérateur, à savoir le taux de plus-value, il tendra à baisser. Pourquoi? Parce qu'on utilise la machine à la place de l'homme. La machine, il ne crée pas de plus-value. On l'a dit, une machine, s'il est programmé à donner 100 unités par minute ou par heure, il ne peut pas dépasser ces 100 unités. Or, le travailleur, s'il est exploité, il peut donner plus. On l'a dit tout à l'heure, la force travail, il est payé un salaire minimal, mais il produit plus de valeur. Mais maintenant, on utilise la machine à la place de l'homme, ce qui implique que le taux de plus-value a tendance à diminuer. D'où, bien sûr, le rapport, à savoir PL sur V, PL sur C plus V, a tendance à baisser. C'est ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Les crises de surproduction. Comment, bien sûr, donc contrairement aux classiques qui disent que le capitalisme est un système autorégulateur, on a parlé de la main invisible, on a parlé de la loi de Say, tout offre crée sa propre production, donc il n'y aurait jamais de surproduction ni, bien sûr, de demande insatisfaite. Marx rejette cette idée et il dit que le système capitaliste, bien sûr, est appelé à connaître des crises de surproduction. Comment? Ces crises résultent d'un développement disproportionné entre le secteur des biens de production, qui fabrique les biens de production, et le secteur des biens de consommation. Comme on a dit tout à l'heure, les capitalistes, ils cherchent bien sûr à créer de la plus-value. Cette plus-value, c'est dans le but, bien sûr, de la transformer et de la réinvestir dans ce qu'on appelle l'accumulation du capital. Donc leur objet, ce n'est pas de la consommer, mais de la vendre et d'utiliser le produit de la vente à une augmentation du capital. Mais lorsqu'on regarde la société capitaliste, on a dit qu'on a deux principales classes, la classe des ouvriers et la classe des capitalistes.
La classe des ouvriers, bien des prolétaires, ce sont des gens, bien sûr, qui n'ont que leur force de travail pour survivre. Et on a dit que le salaire, il est fixé à un minimum. Donc, la plus-value, donc c'est la production supplémentaire qui est mise sur le marché. Mettons que les ouvriers, leur salaire, il est au minimal, donc ils ne peuvent pas augmenter leur consommation. Donc, il y aurait une mévente. Il y aurait une consommation, c'est ce qu'on appelle la surconsommation. Une consommation, des produits de consommation destinés à la vente, mais qui ne trouvent pas d'acheteurs. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le pouvoir d'achat des ouvriers est limité. Et les capitalistes, leur objet, ce n'est pas de produire, bien sûr, la plus-value pour acheter ces produits, mais de la vendre. C'est ce qu'on appelle bien sûr la réalisation de la plus-value, d'où une mévente, d'où une surproduction. Alors donc pour lui, pour le capitalisme, il a toujours, pour résoudre ce problème, il a toujours intérêt à exploiter et à rechercher d'autres débouchés et d'autres marchés extérieurs. Mais en définitive, bien sûr, une fois le monde sera capitaliste, le capitalisme est condamné à disparaître parce que les capitalistes seront donc en concurrence entre eux et le profit va baisser et il n'y aurait pas donc d'autres débouchés pour la production, pour la réalisation de la plus-value. En conclusion, l'apport de Marx en matière d'analyse économique est considérable. On ne peut pas comprendre le fonctionnement du monde contemporain en l'ignorant. C'est lui qui a fourni la meilleure, bien sûr, analyse quant au fonctionnement du capitalisme. Et on ne peut même pas comprendre le fonctionnement du capitalisme sans l'analyse marxiste. Cependant, pour ce qui est de ses prédictions concernant l'évolution du système capitaliste qui est amené à disparaître selon lui, on peut constater qu'un écart entre les prévisions et Marx et la réalité historique. D'une part, la révolution qui devrait toucher les pays capitalistes avancés n'a pas vu le jour, mais au contraire, ce sont d'autres pays comme l'ex-URSS qui ont connu des bouleversements. D'autre part, la paupérisation n'a pas touché les pays capitalistes développés, où les conditions de vie de la classe ouvrière se sont améliorées. Maintenant, on passe au deuxième courant, à savoir le courant keynésien. C'est un courant donc, qui a été fondé par John Maynard Keynes et dans son analyse, on peut dire qu'il est antilibéral et anti-marxiste. Keynes a écrit dans un contexte de crise du capitalisme entre 1929 et 1936 qui est caractérisé par un chômage élevé, une surproduction et des déficits considérables. Donc à l'époque, les marxistes se frottaient les mains en disant que voilà les symptômes de la crise du capitalisme qui va amener à sa disparition. Donc l'objectif de Keynes, c'est de sauver le capitalisme et de trouver une solution à cette crise. C'est-à-dire, on a un chômage et on a une surproduction. Donc pour lui, c'est de trouver une solution au chômage et partant, déterminer le niveau de la production et de l'emploi. En quoi consiste l'analyse keynésienne? Donc comme j'ai dit, Keynes conteste totalement les fondements de l'analyse libérale, classique libérale. Donc pour lui, l'équilibre n'est pas automatique, l'État doit intervenir, l'analyse n'est plus en termes de l'offre, mais en termes de la demande, et l'analyse microéconomique, mais il propose une analyse macroéconomique. Donc, l'équilibre n'est pas automatique. Pour Keynes, le marché n'est pas autorégulateur. Pourquoi? Parce que les prix ne sont pas flexibles, mais rigides.
L'État ainsi doit intervenir en tant qu'agent régulateur, car le capitalisme, livré à lui-même, ne peut que conduire à des crises chroniques. C'est à l'État d'intervenir pour relancer la demande des biens de consommation et des biens d'investissement. Keynes a été en quelque sorte l'artisan du développement de l'État-providence après la Deuxième Guerre mondiale. En quoi consiste l'État-providence? Donc, contrairement aux libéraux qui parlent de l'État gendarme, qui avaient comme fonction la sécurité politique et militaire, l'État a deux autres fonctions, économique et sociale. Donc il est devenu un investisseur, un employeur et un gestionnaire. Et social, c'est la redistribution par le biais des impôts et des transferts. Pour Keynes, donc la loi de Say n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que les ménages ne consomment pas la totalité de leurs revenus. Donc, ici, on dit que le revenu est égal à la consommation plus l'épargne, mais l'épargne n'est pas totalement investie. Donc, il risque d'être thésaurisé. Or, donc les entreprises, donc ce n'est pas l'offre qui crée la demande, mais c'est la demande, bien sûr, qui crée l'offre. Donc, pour lui, il va inventer ce qu'on appelle le concept de la demande effective. C'est la demande prévue par les entreprises. Donc, les entreprises, sur la base de cette demande, ils fixent leur niveau d'activité, non pas en fonction des facteurs de production disponibles, mais en fonction des prévisions de la demande. C'est-à-dire le niveau de consommation et le niveau d'investissement qui déterminent le niveau de la production et donc le niveau de l'emploi. D'après ce principe, les niveaux de la production et de l'emploi sont déterminés par les entreprises de façon à maximiser leurs profits. Le niveau d'emploi, il dépend du niveau de la production, et la production dépend de la demande prévue, ce qu'on appelle la demande effective. S'il y a une demande, donc le capitaliste, il doit produire en fonction de la demande attendue. Bon, donc le problème ici, dans ce schéma qui résume un peu la théorie keynésienne et surtout la notion de demande effective, on dit qu'on a un problème du niveau d'emploi, c'est le niveau du chômage élevé. Comment donc résoudre le chômage? Le chômage, il dépend, comme je l'ai dit, du niveau de l'emploi. C'est-à-dire l'emploi, la demande, elle est supérieure, l'offre d'emploi est inférieure à la demande d'emploi, ou bien, si on parle du travail, on dit l'offre du travail, elle est supérieure à la demande du travail. Ce qui donne un chômage. Mais, donc pour résoudre ce chômage, il dépend du niveau de la production. Il faut augmenter la production pour permettre, bien sûr, l'emploi aux ouvriers. Mais la production, le niveau de la production, on l'a dit, il dépend de la demande effective. Donc c'est la demande qui détermine la production. Et la demande, c'est la demande globale des biens de consommation et des biens d'investissement. Donc, la demande effective est égale à la demande des biens de consommation et la demande des biens d'investissement attendus par les capitalistes. Donc, la solution, c'est comment promouvoir la demande des biens de consommation et la demande des biens de production. Donc, pour lui, c'est seul l'État est en mesure de stimuler cette demande lorsqu'elle est insuffisante. En effet, en période de crise, les agents économiques ne dépensent pas et les entreprises n'investissent pas. Pourquoi? Parce que si une personne est en chômage, donc elle a intérêt, bien sûr, à réduire ses dépenses dans l'attente de retrouver un emploi. Ce qui implique que la demande va baisser,
Si la demande baisse, ce qui implique la production, bien sûr, va baisser. Si la production baisse, ce qui implique que les entrepreneurs ou bien les capitalistes vont licencier encore les ouvriers, ce qui va aggraver le chômage. Donc, ici, l'investissement ne peut donc repartir que si les anticipations des entreprises sont positives. C'est-à-dire que s'ils attendent une augmentation de la demande. Donc, c'est seul l'État est en mesure de promouvoir cette demande. C'est ce qu'il appelle les mesures de relance. Relancer la demande. Keynes, donc, ici, il cherche les moyens de redonner confiance aux consommateurs. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, c'est un problème dans l'avenir. Redonner confiance aux consommateurs et aux investisseurs pour relancer la demande effective. À cet égard, il propose 3 types d'actions. Une politique de redistribution, c'est là le rôle de l'État-providence, donc mettre en œuvre des moyens de répartition des richesses en imposant les revenus élevés et bien sûr en distribuant des indemnités et en augmentant les dépenses sociales pour réduire les inégalités. Une politique monétaire, là également, c'est comme les indemnités de chômage. Pourquoi? Parce que, en plus des gens qui peuvent travailler, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de travailler. Donc, comment ces gens-là peuvent augmenter leurs demandes? Donc, ils ont besoin de revenus. Donc, seul l'État est en mesure de leur accorder des subventions et des indemnités, indemnités de chômage, indemnités de maladie, allocations familiales pour les gens qui ont des enfants, pour pouvoir satisfaire bien sûr leurs besoins et donc demander les biens de consommation qui vont permettre une augmentation de la demande et par conséquent une augmentation de la production pour satisfaire cette demande. Une politique monétaire, ici c'est pour promouvoir aussi bien l'investissement et la consommation. Réduire les taux d'intérêt pour inciter les gens à demander les crédits et cet argent-là, il sera bien sûr dépensé pour des biens de consommation et en même temps diminuer le taux d'intérêt pour augmenter la rentabilité des investissements et inciter par conséquent les capitalistes à investir et à créer des entreprises. Enfin, une politique des grands travaux, c'est le rôle de l'État qui va le prendre en charge lui-même, c'est engager des politiques, des grands travaux publics, par exemple les routes, les barrages, etc., qui vont permettre aux gens et aux ouvriers en chômage d'avoir un revenu. Ce revenu sera utilisé pour demander les biens de consommation produits par les entreprises. Les entreprises vont donc avoir confiance de l'avenir, comme quoi le revenu des ménages a augmenté et ils vont investir et recruter des ouvriers pour augmenter la production. Le rôle de l'État consiste donc à injecter des revenus pour doper l'activité économique. C'est comme le moteur d'une voiture, il n'est pas en marche et on essaye de donner un coup de pouce pour que, bien sûr, l'activité économique et les rouages économiques, bien sûr, se reprennent. La reprise donc de la consommation entraîne une augmentation des investissements, donc la situation de l'emploi s'en trouvera à améliorer. Et le chômage résolu. Keynes est sans doute l'économiste qui a eu le plus d'influence sur la pratique des politiques économiques des pays industrialisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on parle toujours de l'actualité de Keynes. Cependant, les politiques keynésiennes ont été appliquées à partir de l'année de l'après-Deuxième Guerre mondiale. L'économie n'était pas aussi mondialisée qu'aujourd'hui.
Les politiques de relance étaient souvent très efficaces pour relever le niveau de la demande durant ce qu'on appelle les 30 glorieuses, à savoir de 1945 jusqu'à 1973, mais le keynésianisme n'a pas connu que des succès et connaît lui aussi certaines limites, notamment les échecs qui ont commencé à partir des années 70 à cause de l'inflation et même de la stagflation. Pourquoi? Parce qu'on a un chômage élevé et une inflation élevée. Et on dit que si par une politique budgétaire de l'État, si l'État dépense plus, ce qui implique que l'inflation va augmenter sans résoudre le chômage. Vers la fin, bien sûr, on dit que la crise, c'est ce qui a amené à la crise de la politique keynésienne et à la naissance d'un nouveau courant, le néolibéralisme, qui appelle au retour aux lois du marché et à la non-intervention de l'État et à privilégier la politique monétaire aux dépens de la politique budgétaire. Merci.